Ah, l'Australie. Ses ornithorynques, ses kangourous, ses koalas. Un vrai havre de paix pour l'écologie. Eh bien en fait, pas du tout. L'Australie est en fait un des pays où l'écologie et l'environnement sont presque des ennemis publics. Certains problèmes ne datent pas d'hier. L'exemple le plus connu est celui de lapins. Nous sommes en 1859, plus de 70 ans après le début de la colonisation britannique. Attirés par l'or récemment découvert dans le pays, les colons affluent en Australie. Parmi eux, un certain Thomas Austin, un Britannique amoureux de chasse et nostalgique de son pays, qui décide d'introduire sur le territoire australien 12 couples de lapins. Et là, les emmerdes commencent. Ils profitent d'un incendie pour s'enfuir et se reproduisent dans ce nouveau pays sans prédateurs pour eux. Et dans les années 1950, leur nombre atteignait les 600 millions d'individus, et ils avaient un impact énorme sur l'environnement en concurrençant les animaux endémiques comme le wallaby. En effet, quand on sait que 10 lapins mangent autant d'herbes qu'un mouton, on comprend vite l'influence que cela peut avoir. Cela a aussi causé des problèmes agricoles non négligeables. Pour lutter contre ces lapins, l'Australie a décidé d'introduire des renards, prédateurs naturels des lapins en Europe. Pas de chance, les renards leur préfèrent les wallabies en Australie, décimant encore un peu plus leur population que ce que les lapins avaient déjà fait. Actuellement, même après la diffusion d'agents pathogènes dans la population de lapins, il en resterait 200 millions sur le territoire australien. Ouais mais bon, on est sur un vieux problème là, t'as rien de plus récent ? Si, pas de panique. Quoique si en fait, paniquez un peu quand même. Vous savez peut-être que le tourisme en Australie est bien développé, notamment pour ses plages. Pas de chance, il y a aussi des requins sur ces plages, et malheureusement il arrive qu'un requin tue un baigneur. En 2014, après 7 attaques mortelles de requins en 3 ans, le gouvernement d'Australie occidentale a pris une décision pour les plages concernées. Elle a conçu un plan requin. Le principe, capturer tous les requins de plus de 3 mètres de long à moins d'1 km des côtes, et tuer tous ceux de plus de 4,50 m. Du 25 janvier au 30 avril, pas moins de 172 squales ont été capturés, dont 50 ont été tués. Ce programme a coûté plusieurs millions, or pour ce prix, d'autres mesures moins radicales auraient pu être adoptées, comme installer des filets protecteurs autour des zones de baignade, améliorer les premiers gestes de survie et éduquer à certaines bonnes pratiques, comme par exemple ne pas se baigner en eau trouble, au lever et au coucher du soleil, ou encore rester en groupe. Enfin bon, assez parlé d'exemples restreints, voyons plus large. Le pays compte plus de 500 parcs nationaux, ce qui est un record dans le monde. Bon ok, faut dire que c'est le 6e plus grand pays du monde, ça aide un peu. De tous les continents, c'est l'Australie qui enregistre le plus grand pourcentage d'extinction animale due à l'homme depuis le XVIIIe siècle. Depuis le début de la colonisation de l'Australie par la Grande-Bretagne, 10% des 273 espèces endémiques terrestres d'Australie ont disparu. Le réchauffement climatique aggrave la mortalité des groupes les plus fragiles, au point que 21% des mammifères endémiques se trouvent désormais en péril. Des 42 espèces de kangourous originelles, seules 14 ont survécu. On note également l'extinction d'environ 20% des nombreuses espèces de perruches. Entre 2000 et 2013, 22% des forêts intactes australiennes, c'est-à-dire des paysages naturels considérés à la fois non morcelés artificiellement et non dégradés, ont été détruites. Le rythme de la déforestation tend d'ailleurs à s'accélérer. Un tiers des espèces d'insectes recensées en Australie sont en risque d'extinction. La Grande Barrière a perdu plus de la moitié de ses coraux entre 1987 et 2014. Et ça n'est pas qu'à cause du réchauffement et à l'acidification des océans imputables à la Terre entière, on le verra dans quelques minutes. Voilà quelques exemples de ce qui ne va pas des masses en Australie, mais ça ne s'arrête pas là. Une bonne partie de la population est climato-sceptique, ou ne croit pas au lien entre réchauffement climatique et activité humaine, et récuse l'influence humaine sur les événements climatiques extrêmes qui frappent le pays, comme les sécheresses, les inondations et les incendies par exemple. Le fait que 70% des médias australiens appartiennent à l'empire de l'homme d'affaires australo-américain Rupert Murdoch, lui-même climato-sceptique, joue un rôle dans cette défiance. Le précédent Premier ministre, Tony Abbott, a été élu après une campagne contre le taxe de manière générale et la taxe carbone en particulier. C'est un climato-sceptique revendiqué qui qualifiait en 2009 de connerie absolue l'attribution du changement climatique à l'activité humaine. Arrêtons-nous un peu sur cet ancien Premier ministre, Tony Abbott. Peu après son élection en 2013, il supprime le ministère des Sciences, l'autorité du changement climatique et la commission du climat. Il annonce également la suppression de la taxe carbone instaurée en 2012 et qui visait à réduire les rejets de CO2 en obligeant les 500 entreprises les plus polluantes à acheter des permis d'émission. Le gouvernement approuve en 2014 le rejet dans les eaux de la Grande Barrière de déchets de dragage provenant des travaux d'extension d'un port d'exportation de charbon. Il choisit également d'encourager l'activité industrielle dans les océans
et entreprend pour cela de démanteler le plan de gestion des océans mis en place par les travaillistes en 2012. Un nouveau document entre en vigueur en 2018, réduisant de 400 000 km² la surface des zones marines jusqu'alors interdites à la pêche et l'exploitation gazière et pétrolière. Avec son sous-sol riche, l'Australie est un gros producteur de différents types de métaux, avec toutes les conséquences que l'exploitation minière peut avoir pour l'environnement. J'ai fait une vidéo sur l'exploitation minière si ça vous intéresse. L'Australie est l'un des pays à la plus forte empreinte écologique par habitant. Si chaque personne dans le monde consommait comme la moyenne des Australiens, l'humanité aurait besoin de 5,2 planètes Terre pour survenir à ses besoins. Je vous renvoie à ma vidéo sur l'empreinte écologique pour voir à quel point c'est sacrément élevé. L'empreinte carbone par habitant est aussi l'une des plus élevées du monde, juste en dessous de quelques pays du Golfe, mais supérieure à celle d'un Américain. Et pour cause, le pays est fortement dépendant des énergies fossiles, et en particulier de la pire de toutes, j'ai nommé le charbon. Et pourtant l'Australie est le plus grand exportateur mondial de charbon, même si, selon les années et les sources, il doit parfois donner ce titre à l'Indonésie. L'Australie consomme seulement 13,5% de sa production de charbon, le reste est entièrement exporté. En septembre 2020, sous couvert de relance économique post-Covid, le pays a autorisé l'ouverture d'une exploitation de gaz et une de charbon, peu importe que pour exploiter la mine de charbon, il faille déforester une des dernières zones habitées par des koalas. Résultat, les émissions de gaz à effet de serre de l'Australie sont d'environ 532 millions de tonnes par an, hors incendie, pour une population de 25 millions d'habitants seulement. En comparaison, les émissions de gaz à effet de serre de la France sont d'environ 425 millions de tonnes pour une année, pour une population de 67 millions d'habitants. Et pourtant, le réchauffement climatique menace ce pays plus que la moyenne. Les scientifiques ont déjà noté une accentuation de la sécheresse dans certaines régions d'Australie, ainsi que de la fréquence des inondations et des incendies de grave envergure. Le pire des scénarios prévoit une élévation du niveau des mers de plus d'1 mètre d'ici à 2100, ce qui entraînerait pour les assureurs 226 milliards de dollars australiens de pertes en raison des inondations et de l'érosion. Et pour finir, comment parler de l'environnement en Australie sans parler des incendies? La saison d'incendie 2019-2020 a brûlé 18,6 millions d'hectares, soit 186 000 km². Alors ok, ce chiffre ne vous dit probablement rien, c'est bien normal, à moi non plus. Donc comme je suis belge, j'ai regardé par rapport à la superficie de mon pays. Et c'est là qu'on comprend l'ampleur des incendies, puisque la Belgique ne fait que 30 689 km². Pour les Français, j'ai regardé par rapport à vos régions. Regardez cette carte des régions françaises. Fusionnez l'Occitanie, les Pays de la Loire et la Nouvelle-Aquitaine, et vous aurez à peu près la superficie qui a brûlé en Australie. Ces incendies ont eu d'énormes conséquences. 5 900 bâtiments détruits, dont 2 779 habitations, il y a eu au moins 34 morts, et de plus, au moins 445 personnes ont été tuées par les inhalations de fumée, et quelques 4000 ont été hospitalisées. Ils ont aussi tué des milliards d'animaux et fragilisé des espèces qui étaient déjà en danger. Mais ces incendies auront aussi un impact sur le réchauffement climatique. Ils ont généré à eux seuls 700 millions de tonnes de dioxyde de carbone. Et même si les incendies de forêt ont longtemps été considérés comme des événements à zéro carbone net, car les émissions qu'ils libèrent sont récupérées lorsque la végétation repousse, une augmentation de la fréquence et de l'intensité des incendies en Australie pourrait signifier que les écosystèmes ne rebondissent jamais complètement, et donc que le carbone ne soit pas restocké. Heureusement, l'effet carbone de ces incendies ont peut-être été compensés par la nature elle-même. Une équipe de scientifiques a remarqué que pendant les incendies, de vastes panaches de fumée noire riches en nutriments ont été balayés à des milliers de kilomètres au-dessus de l'océan. En quelques jours, ces aérosols avaient infusé les eaux avec du fer indispensable pour du phytoplancton qui a vécu un boom inhabituel dans les régions habituellement pauvres, où ils les ont remarqués. Ce phytoplancton aurait aspiré jusqu'à 95% des émissions des incendies. Mais ces scientifiques précisent que davantage de travail doit être fait pour comprendre où le carbone absorbé par le plancton finit par aller et s'il retourne dans l'atmosphère ou non, mais cela donne quand même une raison d'espérer. Cette vidéo inaugure une nouvelle série de vidéos où je fais le bilan écologique d'un pays. Ces vidéos n'ont pas pour but de stigmatiser les pays évoqués ni leur population, mais elles servent surtout à parler de plein de sujets différents en une seule vidéo. Cela dit, il ne faut pas se voiler la face, l'Australie a quand même une vision de l'écologie absolument désastreuse. Ces vidéos servent aussi à ça, à voir ce qu'il ne faut pas faire chez nous. Alors je sais que cette vidéo est un peu plus longue que d'habitude, mais si vous êtes resté jusqu'ici, c'est qu'a priori elle vous a plu.
Alors n'hésitez pas à la liker, à la partager et surtout abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait.